Bonjour à tous. Donc voici cette troisième et dernière partie autour des expériences numériques dans le domaine de l'optique ondulatoire. Donc aujourd'hui, nous allons étudier les réseaux de fentes. Alors un petit rappel sur cette notion. Lorsque vous avez un système de n fentes diffractantes, vous avez des rayons qui vont être diffractés par chacune des fentes. Et il va y avoir une interférence dans une direction donnée par θ de ces n rayons qui interfèrent à l'infini dans une direction θ. Ce qu'on peut voir, c'est que chacune des vibrations va être en déphasage par rapport à la précédente, et que ce déphasage, c'est cette distance ici, fh, qui est liée à l'angle θ ici. On a delta égale A sinus θ, où A est le paramètre du réseau, c'est-à-dire la distance qui sépare deux fentes voisines. Donc chaque vibration, finalement, est déphasée de la même quantité par rapport à la vibration précédente. Et donc vous avez à l'infini une interférence de n ondes, chacune étant déphasée de phi par rapport à la précédente. Alors, à cette interférence, à ce phénomène, on peut associer une construction de Fresnel, et c'est le stade dont on va parler dans un premier temps. Donc, pour cela, vous allez vous rendre sur le site femtophysique.fr, vous allez dans la partie simulation, donc là, dans la partie optique ondulatoire, vous allez sélectionner tout simplement réseau de n fentes. Réseau de n fentes, construction de Fresnel. Donc là ici j'ai mis ici finalement la traduction de la superposition de ces n ondes qui chacune sont déphasées de phi par rapport à la précédente. Et on peut représenter une construction de Fresnel pour cette superposition. Alors, on vous demande de vous intéresser au cas d'un réseau de 4 fentes. Donc vous avez 4 vibrations qui vont interférer dans une direction θ. Alors, vous agissez sur le slider pour sélectionner n égale 4. Donc là, vous avez 4 vecteurs de Fresnel. Et comme d'habitude, vous pouvez, en cliquant glissant, ici, faire varier l'angle phi, c'est-à-dire le déphasage entre chacune des vibrations. Donc ici, cette vibration, elle est déphasée de phi par rapport à la précédente, celle-ci également de phi par rapport à la précédente, etc., etc. Et vous avez en bleu, comme d'habitude, le résultat de la somme, ici vectorielle, dont la longueur vous donnera l'amplitude de l'onde résultante, et son carré donnera l'intensité. Quand on représente l'évolution de l'intensité en fonction du déphasage phi, on a la courbe qui est dessinée ici. Voilà, donc on voit qu'il y a des creux et des bosses. Donc on voit que c'est un petit peu plus compliqué que dans le cas où vous aviez deux ondes, et vous avez en dessous l'interférence, enfin l'interférogramme, pardon. Alors, on vous demande que donne la construction de Fresnel pour phi égale 0 et phi égale pi sur 2. Donc si toutes les vibrations sont en phase, ben, c'est assez simple de voir que la construction de Fresnel se résume à 4 vecteurs qui vont être tout simplement alignés dans le même sens, et on va avoir un vecteur bleu qui va avoir une longueur maximale, et donc l'intensité sera maximale, on sera sur un pic principal. Donc à chaque fois que phi est un multiple de 2pi, on a donc une intensité qui vaut Imax. On a ici un maximum d'intensité. On a une interférence constructive. Lorsque vous faites phi égale pi sur 2, vous arrivez ici, vous avez en fait chaque vecteur est incliné de pi sur 2 par rapport au vecteur précédent, et vous formez une construction en carré, et vous voyez bien que le vecteur bleu résultant a une longueur nulle, et donc on a une intensité nulle. On est sur un minimum absolu, hein, où là ici l'intensité vaut parfaitement 0.
Alors, vous voyez apparaître ici des petites ondulations, donc là, ces pics-là s'appellent des pics secondaires, que l'on ne voit pas sur l'interférogramme parce que ces pics sont assez peu intenses. On peut montrer que le rapport de l'intensité entre ces pics secondaires et le pic principal varie en n carré. Donc ici, comme on a n égale 4, ça veut dire que c'est 16 fois moins intense que le pic principal. Alors, ça ne se voit pas. Alors, si vous voulez le voir, il faut un petit peu saturer l'interférogramme en agissant sur le slider saturation. Et là, on voit apparaître des pics secondaires. Alors, deuxième question, on vous demande quelle est l'influence de n sur l'interférogramme. Donc il suffit juste d'augmenter n. Alors qu'est-ce qu'on voit lorsque n augmente? Déjà, on voit que les pics principaux ne bougent pas, ils sont toujours au même endroit. Par contre, on voit clairement deux choses. La quasi-disparition des pics secondaires, qui ont une amplitude qui diminue, et puis les pics principaux s'amincissent. La largeur des pics principaux devient de plus en plus petite. C'est ce qui explique pourquoi on parle de pics d'interférence. Ces maxima principaux sont de plus en plus fins. Et on voit très bien ce phénomène sur l'interférogramme, on a vraiment des pics. Et entre deux pics, on ne voit quasiment rien. Alors, si on sature, on peut deviner une structure de pics secondaires, mais en réalité, on ne les voit quasiment pas, parce que quand n est très grand, les pics secondaires sont invisibles. Et donc tout se passe finalement comme si on ne voyait que des pics principaux. On vous demande en déduire la loi des réseaux. Alors si vous reprenez le schéma en introduction, eh bien, on avait dit que le déphasage entre deux ondes, entre deux vibrations consécutives, s'écrivait A sinus θ, c'est la distance ici fh, et delta phi, le déphasage phi plutôt, c'est 2pi sur lambda delta. Donc à chaque fois que phi est un multiple de 2pi, ou ce qui est équivalent à chaque fois que delta est un multiple de lambda, eh bien on a des pics principaux. Donc on a juste à écrire A sinus θ égale P lambda, et on obtient cette formule qui est ce qu'on appelle la formule des réseaux, qui donne la position des pics principaux. Notez que l'angle qui correspond à ces pics d'interférence dépend donc de la longueur d'onde et d'un nombre entier P qu'on appelle l'ordre d'interférence, mais ça dépend de la longueur d'onde, autrement dit, ce système permet de séparer des longueurs d'onde. On a ce qu'on appelle un système dispersif qui repose en fait sur le phénomène de diffraction et d'interférence. Alors un autre phénomène que l'on voudrait aussi vous montrer, c'est la notion de déviation minimale. Alors toujours sur le même site, vous allez sélectionner dans la partie simulation, donc là je vais revenir en arrière, vous sélectionnez la vignette spectroscopie réseau, et là vous avez une simulation qui en fait simule ce que vous allez faire en travaux pratiques. Ça simule un goniomètre en réalité. Vous avez ici une plateforme sur laquelle vous avez un réseau qui est symbolisé par un trait noir ici. Cette plateforme, on peut la tourner. En cliquant glissant, on peut tourner la plateforme. Donc là, en haut, j'ai l'angle d'incidence par rapport au rayon incident. Donc je vais essayer de me mettre à 0, comme tout à l'heure. Voilà, à peu près à 0. Là, j'ai le faisceau incident qui vient de la gauche. Et puis, à droite, j'ai les pics ici d'interférence. Et là, j'ai une lunette qui me permet de visiter ces pics d'interférence. Et en bas, vous avez ce que vous voyez dans la lunette, c'est le champ de vision de la lunette. Et vous avez ici la valeur de l'angle indiqué sur le goniomètre ici. Donc à la minute près, donc c'est très précis. On peut affiner la position de la lunette en jouant sur les petites flèches ici. Donc dans mon exemple ici, je regarde ici un pic d'ordre 3. Alors on vous précise de choisir un réseau de diffraction avec 600 fentes par millimètre. Donc là vous avez ce qu'on appelle la densité de traits, vous sélectionnez 600 traits par millimètre, et on se place en incidence normale pour visualiser les différents ordres d'interférence. Alors déjà ce qu'on peut voir, c'est que vous avez toujours l'ordre 0 qui existe. L'ordre 0, ça correspond à P égale 0, c'est-à-dire
sinus θ égale 0, quelle que soit la longueur d'onde. Donc le rayon, là, il va tout droit, il n'est pas dévié. Ça, c'est l'ordre 0. Et on voit apparaître des ordres ici, P égale 1, 2, etc., 3. Et puis ici, moins 1, moins 2. Tiens, là, c'est marrant, il y a un petit... Ah oui, je ne dois pas être en incidence tout à fait nulle, parce que... Voilà. Donc en fait, je vois l'ordre moins 3 ici, et l'ordre 3. Et donc ce qu'on voit tout de suite à l'œil nu, c'est qu'on a clairement une symétrie par rapport à ce plan, ce qui est logique, puisque le réseau de diffraction, ici, présente cette même symétrie. On a des fentes qui sont perpendiculaires à l'écran, hein, et qui sont régulièrement espacées, de sorte que le plan ici, symbolisé par le faisceau incident, là, et qui est perpendiculaire à l'écran, est un plan de symétrie. Et en vertu du principe de Curie, hein, les symétries des causes se retrouvent dans les effets, et donc ça explique pourquoi la répartition de la lumière, ici, présente cette même symétrie. Alors on vous demande ensuite de placer la lunette sur un pic d'ordre P égale 2. Nous voici ici, sur l'ordre P égale 2. Alors je vais essayer de viser vraiment ces traits, mais vraiment dessus. Donc là je suis sur l'ordre P égale 2. Et ensuite on vous demande de faire varier l'angle d'incidence en tournant la plateforme. Et mettez en évidence le phénomène de déviation minimale. Alors d'abord, la déviation, qu'est-ce que c'est? La déviation, c'est l'angle entre le faisceau qui est dévié et le faisceau incident qui ne serait pas dévié, là. Donc c'est celui-ci, là. Donc c'est cet angle-ci, là. Et moi, ce que je veux montrer, c'est que la déviation atteint un minimum. Lorsque je vais agir sur la plateforme, vous allez voir ce faisceau, le faisceau là d'ordre P égale 2, va présenter une déviation minimale, c'est qu'elle va descendre puis remonter. Alors je vais essayer d'agir. Donc là, je vais tourner la plateforme. Donc vous voyez là, ici, là, la déviation, elle augmente. Donc je vais dans l'autre sens. Donc, vous voyez ici, la déviation, elle diminue, puis elle réaugmente. Si on regarde en dessous, sur l'écran, on voit bien que l'arrêt, elle va vers la gauche, là, puis elle revient vers la droite. Quand elle rebrousse chemin, j'atteins un minimum. Alors oui, je vais essayer de me mettre là où ça rebrousse chemin, par là, et je vais ensuite viser avec la lunette cette déviation minimale. Bon, là, je suis pas mal. Je suis sur l'ordre 2, dans une configuration où la déviation est minimale. Au passage, on peut montrer, et là ça se voit bien sur le dessin, que dans la configuration de la déviation minimale, le réseau de diffraction se trouve être sur la bisectrice du secteur angulaire formé par la lunette et le faisceau incident. Et cet angle-là, hein, si vous prenez sa bisectrice, vous avez la direction du réseau. On est dans une configuration de déviation minimale. Alors, vous montrerez en TD que la déviation minimale, elle obéit à une équation très simple, qui est donnée dans le fascicule, qui est 2 sinus de dm sur 2 égale p n lambda. Avec cette formule, on peut, si on mesure la déviation minimale, eh bien, obtenir soit une longueur d'onde quand on ne la connaît pas, si on connaît le réseau, ou à l'inverse, si on connaît la longueur d'onde, on peut obtenir des informations du réseau comme sa densité de traits, petit n. Alors là, en l'occurrence, je connais la densité de traits, elle est fixée à 600 traits par millimètre, et donc je peux en déduire la longueur d'onde de ce faisceau. C'est ce qu'on vous demande de faire. Donc dans un premier temps, il faut mesurer la déviation minimale. Alors ici, attention, ce que vous lisez, ça n'est pas la déviation minimale, c'est la position de la lunette sur le goniomètre. 141 degrés 28 minutes, c'est la position de la lunette par rapport au zéro qui se trouve ici. Alors en fait, le faisceau qui va tout droit, lui, serait orienté avec un angle de 180 degrés. Ce qui fait que la déviation minimale, c'est 180 moins 141, 28 minutes. Alors faisons le calcul. Donc, dm, c'est 180 degrés moins 141 degrés 28 minutes. Alors déjà, je peux mettre ça en décimale, c'est 38,533 degrés. La formule qui donne la déviation minimale, c'est
Donc j'ai dit tout à l'heure 2 sinus dm sur 2 égale Pn lambda, ce qui fait que lambda c'est 2 sinus dm sur 2 sur np. Ici, vous avez donc 2 fois sinus de 38 533 divisé par 2, le tout divisé par n 600, alors 600 fentes par millimètre, c'est 600 000 fentes par mètre, hein, je mets en SI. Donc 600 10 puissance 3, multiplié par P égale 2, voilà, et j'obtiens la longueur d'onde de 550 nanomètres. Au passage, j'obtiens une longueur d'onde qui correspond au vert, donc ce qui n'est pas étonnant puisque effectivement la lumière, la couleur était verte. Voilà, donc voilà pour ce TD d'expérience numérique autour de l'optique ondulatoire. Si vous êtes un peu curieux et que vous voulez vous entraîner un petit peu sur la diffraction, j'avais prévu une petite digression autour de la diffraction. En général, on n'a pas le temps de le faire, mais bon, chez vous, vous pouvez le faire. Je vous invite à aller voir le site de Paul Falstad, qui est très intéressant, où vous avez de nombreuses simulations très, très jolies, et ça permet de sentir un petit peu la physique de l'optique ondulatoire, autrement que par des calculs. Voilà, merci pour votre attention, et à bientôt.